Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous, Comment bienvenue. bienvenue pour ce webinaire. Comment ça va Cyril aujourd'hui? Ça va très bien, je sors d'une session du matin sur une formation Domain Driven Design pour un petit groupe, enfin un gros groupe en fait, sur un format court. Excellent. Bon, on va parler encore un petit peu. On va aborder brièvement, parler par la je crois, dans ce webinaire aussi, donc ça va pas trop te dépayser, c'est bien. Merci de nous avoir rejoints. On a du monde aujourd'hui, ça fait sujet pour du code ici, sujet que tu maîtrises. Vous partagez tout ça en juste une minute de démarrer. Là, je reconnais des noms. Hello Isabelle, Sylvain, Julien, Loïc. Salut tout le monde. Eh Coucou ben les écoute. collègues, coucou les confrères et consoeurs. Exactement. D'ailleurs, j'en profite avant d'oublier pour les personnes, si jamais il y a des personnes qui vous ont dit ah c'est dommage, j'aurais bien aimé venir. Le webinaire serait enregistré, donc déjà pour vous, vous aurez un lien de replay si vous souhaitez revoir, si jamais voilà vous devez partir en cours de route. Et puis il sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de PacMind dans la journée, donc facilement partageable. Merci Loïc pour le type du son, du micro. C'est tout bon Cyril, je te propose qu'on démarre. Let's go, c'est parti. Eh bien, Bienvenue à tout le monde encore une fois pour ce nouveau webinaire PacMind à Rolla. La thématique du jour, comme vous pouvez le voir, on va parler aujourd'hui de code legacy, de legacy de différentes tailles, on va voir, et puis on va refaire un peu une mise en contexte de qu'est-ce qui est difficile justement avec ces projets legacy, et en parler justement d'un sujet autour de l'IA générative, hein, comme beaucoup de sujets en ce moment tournent autour de ça, mais de se dire finalement dans un contexte legacy, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup de choses, beaucoup de use cases autour de l'IA, ouais, on lance des petites apps, un petit site web en 2 secondes, c'est sympa. Et quand on est sur un vrai gros legacy, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et voilà, on montrera des use cases justement en deuxième partie de webinaire. On se fait une petite intro rapide, Cyril, je te laisse te présenter si tu veux. oui, je vois que dans le chat, je vois que beaucoup me connaissaient déjà, je vous connais Ouais. aussi. Cyril Frère, j'ai 25 ans d'expérience, cofondateur d'Arola, créateur de Meetup Craft, co-auteur de 2 livres, auteur et co-auteur de 2 livres, et puis retrouvez-moi aussi dans les conférences, prochainement à Devox France avec mon collègue Christian Sperandio, puis aussi à DDD Europe, et puis d'autres. Et toi? Moi, c'est donc Cédric Téton, je suis CTO cofondateur de PacMind. On parle un petit peu aussi dans ce webinaire. On est une plateforme qui aujourd'hui aide à résoudre les problèmes d'alignement dans une ère du développement logiciel augmenté par les IA, justement. Donc ça fait partie des sujets. Puis avant tout, développeur passionné depuis une douzaine d'années maintenant. Pas encore écrit pas encore écrit le livre pour ma part. J'anime un podcast aussi que j'ai lancé l'année dernière pour Info qui s'appelle Tech Lead Corner. On parle pas mal de sujets de management d'équipe tech, et j'ai eu la chance de recevoir quelques personnes d'Arola justement. Et on a le plaisir de réfléchir ensemble au potentiel du legacy, de l'IA, pardon, notamment sur du legacy, tous les deux. Alors Exactement. cette question, elle sera quand même plus sur la legacy que sur l'IA, mais avec quand même des ouvertures à l'IA, parce que c'est un sujet qui est passionnant en ce moment. Alors, donc le thème, on y va. Donc ça c'était nos bouilles, hein, vous avez reconnu. On est bon, Cédric, on y C'est va? bon, on y va, c'est parti. Alors, je commence sur vous avez peut-être entendu parler de vibe coding. C'est un terme qui est déjà à la mode et pourtant c'est apparu en février. C'est dire à quelle vitesse la mode va en ce moment. Vous reconnaissez d'ailleurs ici sur l'image Rick Rubin, producteur célèbre de hip-hop, notamment Beastie Boys, qui représente très bien la notion de vibe. Donc le vibe coding, c'est coder avec de l'IA sans toucher le code. On laisse l'IA faire. Et ça permet d'aller très vite, à démarrer du code en partant de zéro, même si on ne sait pas coder. Une stat intéressante partagée l'autre jour par Aurélien sur LinkedIn, c'est un fondateur sur 4 estimait que sa code base était à 95% générée par l'IA.
Ce qui amène des questions, évidemment. C'est quoi la qualité de ce code? Et la réponse, on s'en fout quand on démarre un business. Et la réponse d'après, c'est oui, mais une fois que le business est prouvé, on s'en fout plus et on parle déjà de legacy. Donc, c'est quelque chose que tu connais, Cédric. Ça commence en vibe coding, puis ensuite le Oui, vibe. le vibe debugging, exactement. Bah, je pense que pas mal de gens qui ont commencé à jouer avec ces outils-là, au début c'est chouette, et puis quand on commence des fois à faire face à un mur, et bah, c'est là qu'on se rend compte un petit peu on rentre dans le code, on dit oh d'accord, j'avais pas vu qu'il a fait ça comme ça. Et ouais, c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc effectivement c'est vibe coding, mais debugging Et donc parfois. l'IA, c'est super puissant, mais l'IA, c'est super puissant aussi pour nous créer du legacy encore plus vite. Et donc, l'enjeu du legacy, il ne va pas se réduire, il va au contraire augmenter. Et donc, la question qu'on se pose tous, est-ce que l'IA sera à mesure de compenser cet effet? Il y a des raisons d'être optimiste, mais quand même, on va voir un petit peu les tenants aboutissants du sujet. Donc, on va d'abord réviser nos classiques. C'est quoi le legacy? Ça commence toujours par une plainte, le legacy. Ça commence par une plainte. Ah, ça va pas, on peut pas dire. Ça commence toujours avec vraiment quelque chose de négatif. Pourtant, le legacy, c'est toujours aussi la rançon du succès. C'est l'autre face du succès. On ne peut pas s'en débarrasser parce qu'il rapporte trop d'argent. C'est indispensable, le legacy. Aussi, d'un point de vue aussi plus positif, quelle que soit la façon dont il a été créé, avec IA en vibe coding ou par des moyens plus traditionnels, tout le monde, même si on a été vite, même si on a sécurisé le métier d'abord, tout le monde a fait de son mieux pour ce qui comptait. Et c'est le business qui comptait au début, c'était pas le code. Donc on blâme pas. Et il y a d'autres raisons aussi de ne pas blâmer le legacy, c'est aussi que ceux qui l'ont fait sont sans doute vos boss ou vos clients aujourd'hui. Mais même en mettant ça de côté, le legacy, c'est avant tout quand même une bonne nouvelle, c'est le succès. Et je ne connais pas de boîte à succès qui n'ait pas de legacy. Tout le monde en a. Et les boîtes à succès, même longtemps après, quand elles ont essayé de s'en débarrasser, il reste toujours un bout. Mais la question qui compte, ce n'est pas le passé, c'est le futur en matière de legacy. C'est est-ce que ce legacy nous dispose correctement pour nos ambitions futures? Et on dit qu'on est en legacy quand le code dit non. C'est une définition du legacy qui marche pas trop mal, ou quand il dit trop cher. En fait, est-ce que c'est vraiment le code qui dit non? Parce que le code, on pourrait le changer en vrai. On pourrait le faire. Hein. Le code, il est, mais on peut quand même le changer. Le problème, c'est que c'est pas une histoire de code, c'est une histoire de confiance. On pourrait le changer, on n'aurait juste pas confiance dans le résultat, on n'osera jamais le livrer. Et donc, il s'agit bien de comprendre un truc ici, c'est que même l'IA peut nous aider sans doute à refactorer le code. C'est même pas sans doute, c'est sûr, on peut faire des choses. Mais c'est qu'un petit bout du problème, le code. Le gros problème, c'est d'avoir la confiance de changer. Et cette confiance, en grande partie, vient de tests. C'est ce qui a amené Michael Feather à définir le code legacy comme du code qui n'a pas de test. C'est une approximation, mais qui marche bien. On est dans une économie de temps pour obtenir la confiance. Combien de temps il nous faut, combien d'efforts il nous faut pour avoir confiance à nouveau? Donc voilà, c'est une définition que vous connaissez. Alors, le code legacy, il est infâme. Mais déjà, une première chose, on va se préparer à le garder. Comme je vous l'ai dit, tout le monde en a toujours. On va vivre avec. Et donc, on laisse tomber l'élégance absolue, on laisse tomber l'idéalisme, et on va se concentrer sur la valeur. Et en matière de legacy, le jeu, avant tout, est un jeu économique. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour livrer ce qu'on doit livrer pour tenir nos ambitions? Et là, la première règle de base du legacy, c'est que le legacy, d'ailleurs, c'est pas que du code, c'est aussi les états d'esprit legacy. Si vous voulez améliorer votre vie en matière de legacy, la première chose, c'est d'arrêter d'en faire. Vous savez comme moi que tout le monde continue d'en faire. Du legacy, on en fait tous encore en ce moment. Et comment on fait ça? C'est l'enjeu, c'est le petit moment de pub aussi d'ailleurs. C'est le moment où vous avez besoin de pratique de craft, d'attitude craft, même si vous utilisez de l'IA et que ça vous peut-être que vous faites autrement qu'avec du TDD. Il y a quand même des attitudes de TDD que vous allez reprendre. Limiter la taille de ce que votre IA génère. Et surtout aussi être exigeant sur ce que vous lui demandez. Et tout ça, il faut le savoir, c'est des choses à apprendre. Et les apprendre ne suffit pas, il faut aussi des outils pour vous aider. Exactement, ouais, comme PacMind. Donc l'objectif de notre outil, comme je le présentais en préambule, c'est d'aujourd'hui, à une époque où beaucoup de code est de plus en plus écrit par des IA, d'éviter de recréer de la data technique justement, donc d'arrêter d'en créer. Et comment est-ce qu'on fait? Il faut savoir qu'est-ce que c'est de la data technique, qu'est-ce que c'est des mauvaises pratiques. Et PacMind est là pour capturer justement ces bonnes pratiques en
en s'intégrant aux outils de code review, aux outils de documentation. Il y a tout un mécanisme pour comprendre quelles sont vos décisions techniques au sein de l'entreprise, pour les automatiser, les enforcer, on appelle ça. Comment faire en sorte qu'ensuite chaque dev, dans l'organisation, dans les équipes, puisse savoir, tiens, cette pratique-là, elle est suivie ou elle n'est pas suivie, justement. Et donc, ça permet aussi d'éviter aux AI Coding Assistants à terme de créer du code qui n'est pas conforme aux standards. Et ce qui est un gros problème encore aujourd'hui, un reproche qui revient souvent avec les outils de génération de code, c'est comment faire en sorte qu'ils soient alignés avec notre code base qui est legacy, comme tu viens de le dire, et donc il y en a un peu partout, et comment savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc Cédric, un des mots qu'on va répéter, là, c'est under control. C'est l'IA, c'est cool, mais toujours sous contrôle de quelque chose. Ça peut être le contrôle d'une autre IA qui fait autre chose, mais ça peut être aussi beaucoup sous le contrôle d'outils déterministes. Donc linter au sens large, test, généré ou pas, et de pratiques de code ici décrétées. Mais tout ça, ça monte l'expertise vers le haut, en fait, pour tout le monde, pour bien utiliser ces outils. Exactement. Alors, pour revenir à ce legacy, pourquoi c'est si dur le legacy? Je pense qu'il y a un message à retenir, c'est que le legacy, c'est plus fort que vous, c'est plus fort que nous. On est avant tout dans une approche d'humilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on zoome dedans, mon image mentale d'un legacy, c'est quelque chose comme ça, tout est emmêlé. On est incapable de prédire les effets d'un impact. En changeant ici, ça peut avoir un impact sur complètement autre chose. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais en legacy, changer un petit élément d'un rapport en fin de chaîne, ça peut péter la saisie au début de la chaîne. C'est des choses qui arrivent. Il y a aussi l'aspect démotivant des legacy. C'est comme une énorme vaisselle qui attend depuis 3 semaines et qu'on n'ose pas commencer. Au pire, ça déclenche de la peur. Tout ça, c'est des choses qui bloquent. Et on peut arriver à des moments où on n'ose plus tellement toucher, on n'ose tellement plus toucher que j'ai déjà vu des SI entiers être 1 an sans livrer quoi que ce soit. On n'ose plus rien faire. Alors, il y a une bonne nouvelle dans ça, quand il y a crise, il y a nécessité, compréhension collective, qui a besoin de changer quelque chose. C'est en soi une bonne nouvelle. Et le legacy, c'est pas que le code, c'est même pas que la qualité. Il y a encore un autre aspect, c'est il est jamais tout seul, ce legacy. Il est toujours dans un système plus grand, dans un écosystème plus grand. Donc, même si par magie, on pouvait remplacer tout, et même si on pouvait prouver que ça se comporte comme avant, on aurait encore le problème de le réintégrer dans le reste de l'univers, qui continue de changer d'ailleurs. Et donc, il doit reprendre la forme aussi il faudrait qu'il prenne la même forme dans le système. Donc, il n'y a pas le legacy, c'est pas qu'une histoire de code à remplacer, c'est pas qu'une histoire de test à obtenir. Il ne faut pas oublier non plus cet écosystème et tout ce qui est humain autour. L'IA peut nous aider sur les trois, mais on ne sait pas encore bien clairement comment. Donc, le legacy, quand on accompagne des projets avec mes collègues et moi-même chez Arola, les points importants, c'est d'être progressif, d'être proportionné. On n'en fait pas partout pareil. Et aussi partiel. On finira rarement. C'est rare qu'on finisse une transformation complète sur des grosses échelles. Et puisqu'on parle d'échelle, justement, prenons quelques exemples de taille. La taille compte en legacy et on va commencer par le tout petit. Le tout petit, c'est trop facile, mais c'est juste pour le mentionner. Quand c'est tout petit, le legacy, il ne pose pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on peut jeter un bout et le refaire, ou le jeter tout court. Mais on peut aussi le jeter, le remplacer, racheter un SaaS à la place. Et c'est le principe des microservices. Le génie des microservices, il n'est pas dans le service, il est dans le micro. Alors, il y a un petit côté, il y a quand même un peu dans le service, il faut des API. Mais il y a le côté micro qui est génial. Et donc, c'est ce que j'aimais bien expliquer il y a quelques années en disant, c'est comme dans un frigo. Si le frigo est entièrement rempli d'aliments en vrac, tout pourrit ensemble, et c'est difficile de décider de tout jeter parce que ça coûte cher à tout racheter. Mais si tout était dans des boîtes Tupperware pas trop grandes, ça pourrit déjà un petit peu moins vite, mais on peut surtout remplacer une boîte, la jeter et la refaire. Ça ne coûte pas trop cher. Donc ici, c'est le legacy, quand c'est petit, ça ne pose pas tant de problèmes que ça avec les microservices, donc c'est un antidote. Garder les morceaux petits, c'est le meilleur antidote contre le fait que ça finira par pourrir. Mais ça, c'était juste pour mentionner, pour être exhaustif, parce qu'en vrai, on ne parle pas de legacy sur du tout petit. On commence à parler de legacy sur des applications un peu plus grandes. Et là, l'ingrédient secret, c'est avant tout, à partir de maintenant, on va faire autrement. Ce qui nous ramène au premier point. À partir de maintenant, on arrête d'en faire du legacy. On améliore nos pratiques et on le vérifie avec des tests et des outils, des linters et autres. Là, vous connaissez par cœur, c'est aussi pareil, pour être complet, le jeu, c'est d'inverser la pyramide de glace, le cône de glace pour aller vers la pyramide de test. Progressivement, on veut stopper l'hémorragie de tests manuels. Et donc, souvent, ça demande un petit peu d'action en force quand même. Il faut que quelques personnes quelques champions du craft
ou championnes viennent montrer la voie et montrer que c'est possible en cassant des obstacles de test une fois ou deux. C'est des choses qu'on fait régulièrement. Et là, vous savez que l'obstacle, c'est que tout est attaché. Et donc, comme on dit, vous voulez faire un test juste pour tester une banane, mais vous vous retrouvez à devoir instancier le gorille qui tient la banane et pour tester juste la banane. Et puis même pour tester le gorille aussi, en instanciant le gorille, on ne peut pas tout seul, il faut instancier la jungle qui tient le gorille. On se retrouve à instancier le système entier dans nos tests, donc ça ne s'y prête pas tout seul. Donc il y a un savoir-faire là-dessus, mais encore une fois, là, on a des katas, on a de l'état de l'art. Je pense que j'ai vu dans le chat, vous qui nous écoutez, vous êtes toutes et tous à peu près au point sur ce point. Ce qui va nous intéresser, c'est l'échelle encore plus grande. Quand on passe à la taille L. Alors c'est complètement arbitraire, hein, ces tailles. Oui, c'est quoi? Là, L, c'est un projet. Si jamais tu devais le refaire en entier, ce serait 1 an et demi, 2 ans de boulot, quoi. C'est ce qu'on appelle des applications de taille moyenne habituelles, Ouais. des systèmes, en gros une équipe, un truc porté par une équipe. Ouais. Et quand on arrive à L, on est en multi-équipe et on n'est pas loin on est sur des petits SI ou même des moyens SI. On peut être entre 50 et 150 personnes, par exemple. Et passer à cette taille-là, il y a une taille où la tentation de faire un Big Bang, elle est toujours là. Mais on sait qu'il ne faut plus. Ça, vous le savez aussi. Alors, c'est quoi justement cette taille? Comment ça se mesure? Mentalement, moi, j'aime bien le regarder comme en imaginant un peu pessimiste, c'est la quantité maximale de dommages que le nombre de personnes en moyenne sur le nombre d'années qu'ils ont eu pour faire des dommages. Donc, la quantité d'arbitraire qu'on a pu accumuler, par exemple 20 personnes pendant 15 ans, ça a pu créer toute cette surface-là de code. J'appelle ça des dommages, c'est un peu caricatural, mais c'est la quantité de détails et la migration, si on veut refaire tout ça en Big Bang, ou si on veut refaire tout ça tout court, d'ailleurs, quelle que soit l'approche, le défi, c'est de redécouvrir tous les petits ajustements, les petits fixes qui ont été accumulés pendant toute cette durée de vie par toute cette quantité d'intelligence humaine déployée sur cette durée. Ça donne pas un peu le vertige, ça? Beaucoup. Ouais. C'est marrant parce qu'il y avait quelqu'un dans le chat, Jean, qui nous dit c'est quelle taille 200 000 lignes de code écrites sur 15 ans. Donc c'est marrant que tu aies pris 15 ans. Dans ma tête, en Java, par exemple, ça dépend des langages. Hein. En Java, C#, j'ai l'impression qu'en dessous de 300 000 lignes de code, on peut peut-être encore tenter un Big Bang, mais au-dessus, c'est peine perdue. C'est très variable selon la qualité du code. Mais oui, 200 000 lignes, on est à la limite. On sait pas encore. Il y a peut-être encore un espoir à 200 000 lignes en Java. Après, ça dépend des langages. Hein. Des langages où 200 000 lignes, c'est beaucoup de décisions. Dans des langages plus productifs. Ouais. Alors, il faut pas se tromper de défi. Le défi, c'est pas juste de transpiler le code, c'est quand même de repasser dans c'est de réaccéder à toutes ces décisions. Et il s'agit pas juste de transformer, il s'agit pas juste de transpiler. Finalement, ce sera toujours avec de la réanalyse, avec de l'analyse et de la réanalyse, pour aussi remettre en question des choses, refaire mieux, simplifier, mais aussi ça va avoir confiance que ça tient la route ce qu'on fait d'un point de vue métier. Donc, on sera toujours obligé de faire une analyse métier au passage. Alors, vous l'avez compris, à cette échelle, c'est pas le legacy, c'est pas juste du code, c'est même pas que des tests, c'est même pas que l'écosystème. C'est aussi comment tout ça se passe dans la tête des personnes qui doivent prendre les risques. Et donc, ça remonte aussi jusqu'à la politique. Et donc, même si on avait tous les moyens de tout faire parfait, on va s'y approcher avec les outils IA, il reste le défi de la confiance pour la personne qui va oser mettre en prod. Votre projet, il a pu être migré parfaitement. Si on n'ose pas le mettre en prod, il ne sert à rien. Et là aussi, il y a des mauvaises nouvelles. Imaginez, vous êtes le ou la CTO qui doit activer la mise en prod. Alors déjà, vous êtes déjà peut-être le ou la sponsor qui a lancé l'initiative de modernisation. Ce que je vois souvent, c'est que à ce niveau de mandat, on reste en général 3 ans et on lance une initiative à mi-mandat. Une initiative qui souvent dure 2 ans, donc elle atterrit dans le début du mandat du suivant. Vous sentez venir le problème? Si ça se passe mal, forcément, ce sera ta faute, parce que tu l'as lancé. Et si ça se passe bien, est-ce que c'est pas la nouvelle personne qui va récolter un peu des louanges, qui va appuyer sur le bouton? Voilà, quand vous arrivez, que vous récupérez ce projet, vous vous posez cette question, est-ce qu'il est bien testé ce projet? Est-ce qu'il est bien couvert? Est-ce qu'il n'y a plus de risque? Est-ce qu'il n'y aura pas de régression?
Personne ne peut vous assurer du contraire. Donc, la tentation de le laisser courir jusqu'à la fin de votre mandat et le laisser pour le suivant, à nouveau, elle est quand même très grande. Donc, il y a tout ce jeu en plus qui se joue. Entre nous, si jamais on vous donne les clés d'un projet pour 2 millions et 2 ans, vous avez le droit de tout refaire, le prenez pas. C'est un piège. C'est même un piège infernal. Pourquoi c'est trop court? Si dans tes 2000 lignes, tu inclus les tests, c'est pas un legacy, hein, on est bien. Si tu as plein de tests, je réponds aux commentaires. Ouais. Donc le Big Bang étant hors de question, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de faire forcément par étapes. Et là, ça tire plein de choses à dire encore. Par étapes, ça veut dire qu'il faut y aller progressivement. Le mot-clé, c'est progressif en matière de legacy, passer une certaine taille, par morceaux. Et ça nous amène plusieurs besoins. Il nous faut des morceaux. Donc là, les morceaux, vous savez que j'aime bien Domain Driven Design, les bandits de contexte, les sous-domaines comme maille. C'est pas la seule. Il faut une maille, en tout cas. Je pense que DDD, c'est la meilleure maille, mais il en faut une. Il faut une maille. Il faut une maille dont on puisse parler, qui ait du sens, que les gens partagent. Et sur cette maille, on va raconter nos besoins, nos histoires et nos opportunités. Et il y aura des morceaux qui vont donc être à refaire, des morceaux qui vont rester tels quels, des morceaux qu'on va réparer, des morceaux qu'on va sortir. Donc on va faire des choses. Et on va avoir donc toujours un mélange de nouveau et de vieux. Et ça pour longtemps. Et ces actions qu'on va faire, les endroits où on va les faire quand? On va les faire juste avant d'en avoir besoin. Et là, on a un raisonnement comptable. On va faire juste avant de bénéficier de l'amélioration qu'on amène. Si on modernise un bout, si on le réécrit par exemple, ou si on le répare, ça ne sert à rien en soi. Mais le but, c'est de le faire juste avant de l'utiliser pour livrer une ambition de valeur. Et donc, l'idée, c'est de le faire juste avant d'avoir cette livraison de valeur à faire. Et là, ça nous amène à cette notion, le legacy, c'est la seule clé vraiment objective d'analyse, c'est la clé économique. C'est quels investissements méritent d'être faits, le plus petit, le mieux, pour quel retour attendu, le plus gros, le mieux. Et les retours, donc on ne fait pas de l'amélioration juste au cas où, on fait de l'amélioration pour un but, et on investit cet argent d'amélioration juste avant d'en bénéficier pour le retour. Qu'est-ce qu'on appelle ici les retours? Les ambitions que vous avez, ajouter une devise à votre système, entrer sur un nouveau pays, attaquer une nouvelle activité que vous n'avez jamais faite avant, ou remettre en question une façon de faire une activité que vous aviez. Ce genre de choses cassantes, ce que Barry O'Reilly appellerait des stressors, en particulier, sont des bons exemples, quand votre système doit bouger fort. C'est là où on va regarder. Est-ce que jusque-là, on est tous en ligne? Vous êtes tous avec moi? Je vous ai pas endormi? Ce que j'aime bien avec cette approche-là aussi, c'est que ça permet d'avoir plein de petites victoires progressives. C'est-à-dire que quand tu lances ça en place, quand tout le monde se convainc, équipe métier, équipe technique inclus, qu'on va investir, on va améliorer l'existant et on va avoir un résultat, on va mettre en prod quelque chose qui est de meilleure qualité, on va améliorer nos pratiques, ça donne envie, je trouve, de recommencer plutôt que de faire un investissement qui va durer trop longtemps, sur lequel on n'est pas sûr d'avoir un ROI en fait. Il vaut mieux avoir plein de petits ROI tangibles en fait. Je trouve que ça amène aussi tout le monde dans une dynamique et une croyance collective que on peut faire différemment et qu'on va y aller progressivement, quoi. On va améliorer les choses progressivement, donc ça c'est chouette. Exactement. Et c'est aussi une façon de protéger le travail. Si un projet de 2 ans est gros sur un existant, il a des grandes chances d'être arbitré au milieu, donc de s'arrêter en plan. Si la valeur était seulement à la fin, vous n'avez rien. Vous avez dépensé la moitié d'un effort énorme et vous n'avez toujours rien. C'est très fréquent qu'un projet de modernisation, c'est très dur de défendre un projet de modernisation quand il faut chercher des coupes budgétaires. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de mélanger l'argent d'amélioration dans la livraison de valeur. Donc, de colocaliser le budget de modernisation avec les budgets de valeur, c'est vertueux de tout point de vue. Ce n'est pas juste pour un artifice de financement, c'est aussi pour qu'on ne fait pas de la modernisation en tant que telle, on fait de la modernisation pour rendre plus facile un effort de livraison de nouvelles valeurs. C'est très sain et ça aide l'alignement de tout le monde. Donc, juste à temps, et puis on l'a dit depuis le début, en fait, clairement, mais la première fois que je l'ai entendu, c'était Eric Evans qui disait ça, c'était en 2012, à Londres. Il disait « Votre système ne sera jamais bien designé, même à la fin de l'histoire. » Il savait avant nous. Et en fait, on s'en fout. Ça paraît une mauvaise nouvelle, mais on s'en fout. La vraie nouvelle, c'est est-ce qu'on arrive à livrer ce qu'il faut livrer en temps voulu pour ne pas se laisser distancer par la concurrence. C'est ça qui compte.
Alors, il y a une dernière idée qui est très importante. Elle vient de Peter Gabriel. C'est pas l'artiste, hein, le Peter Gabriel qui travaillait chez Sun. C'est cette idée de code habitable. Si vous avez 2 millions de lignes de code qui sont toutes pourries, est-ce que c'est grave que ces 2 millions de lignes de code soient toutes pourries? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend si vous travaillez dedans. 2 millions de lignes de code, il est très probable que vous ne committez pas dans les 2 millions, vous committez dans des endroits, vous committez beaucoup plus que dans le reste. C'est comme une maison. Si vous avez une maison avec 200 pièces, elles n'ont pas besoin d'être toutes impeccables. Vous passez plus de temps dans la cuisine, la salle de bain, le séjour, la chambre. Ces pièces-là doivent être belles. Donc en fait, le legacy, il faut surtout faire quelque chose aux endroits où on travaille le plus. Donc les grosses ambitions, c'est une chose, mais même s'il y a de la maintenance, c'est aussi un driver de faire mieux les endroits où on passe du temps. Donc le legacy, tant qu'on ne travaille pas dedans, il fait pas mal. Donc on peut différencier ça. C'est ça que j'appelle l'approche proportionnée. Proportionnée à la souffrance. Alors comment jusque-là, on était un peu sur les intentions, le pilotage, mais c'est quand même ces aspects importants. Comment tout ça se met en musique? Ben là, c'est simple. On est opportuniste et on prend tout. Le legacy, on l'a dit, c'est plus fort que nous, donc on est humble et on ne va pas faire la fine bouche. On prend tout ce qui est bon à prendre. Alors, les patterns, quand on en a, un peu d'élégance, le Strangler à Fig Application Pattern, oui, on prend. Mais on prend aussi toutes les opportunités qu'on trouve. Là, on a un coup de bol, on a un coup de chance, on prend. Et on prend même les hacks. On bricole, on va bricoler. On va faire des choses dont on est un peu honteux. On ne sera pas fier de tout. C'est dur comme ça, le legacy, donc on ne peut pas faire trop les difficiles. Concrètement, on va tenter un découpage des DD, en tout cas l'esquisser, et s'en servir comme guide. On va essayer des renommages. Ça va guider. Mais on ne va pas non plus avoir d'illusions. Tout ça, on ne va jamais être modularisé parfait à la fin. On va prendre des bouts qui se séparent bien. Tiens, il y a un morceau, là, le paiement, on arrive à le sortir facilement, on va en profiter. Tiens, il y a un morceau de code, on a réussi à tester bien, tiens, on pourrait l'extraire. On prend ces opportunités. Mais il y aura aussi des hacks. On retire des contraintes d'intégrité pour arriver à séparer des tables. On va faire du multisource, avoir des infos qu'on met dans le nouveau, on recopie dans l'ancien. Et parfois même, ça change de sens en cours de vie, selon un statut. Ce genre de truc, on n'en sera pas forcément fier. On le fait pas pour le plaisir. Hein. On le fait quand on n'a pas le choix, mais il y a plein de cas où on n'aura pas le choix. C'est les histoires de legacy. Et parmi les hacks, il y en a des gros classiques, c'est de faire croire, on va exposer notre vieux machin comme si c'était des microservices, ce qu'on appelle le macro-service. Dans la console, vous l'avez tout dans le chat, vous pouvez nous dire, tout le monde l'a fait celui-là. Hein. On peut toujours à exposer le vieux comme s'il était neuf. Ça fait illusion pour personne. On le fait même de plus en plus en événementiel, en change data capture, faire croire que le vieux est événementiel aussi, qu'il peut vous envoyer des événements sur ce qui se passe. Personne n'est dupe, hein. On est en train de faire du jeunisme quand on fait ça. Ça se voit que ce n'est pas du vrai jeune. C'est ça le vibe, hein. Hello kids. C'est ça, ouais, j'aime bien. Ouais, méga monolithe. Et alors, les migrations de données, c'est le même topo que les migrations de code. Les migrations de données, ce n'est pas juste des données. Si vous avez 15 ans, 20 personnes pendant 15 ans qui ont évolué un système, le code rend compte de tout ça, mais les données aussi. Dans vos vieilles tables, qui ont 15 ans, vous avez 15 ans d'histoire de bugs. La période où on avait le droit de mettre Y en minuscule, Y en majuscule pour dire oui. La période où ce qui était obligatoire était optionnel. La période où on a oublié de remplir une colonne entière. La période où il n'y avait pas de limite au varchar. Toute cette histoire, elle est dans votre système. Et donc, si vous voulez faire des migrations de données, c'est parmi les trucs les plus durs et qu'on évite à tout prix. Donc souvent, ça finit avec des jeux de migration à la demande. On ne migre pas. On construit de nouveau sur un nouveau stockage et on continue de consulter l'ancien stock sur le vieux stockage. En lecture seule, par contre. Et le jour où on doit modifier quelque chose d'ancien, on le migre à ce moment-là, à la demande, dans le nouveau, en désactivant l'ancien. Et c'est là qu'on va découvrir si on tombe sur une ligne qui a un problème de data quality ou pas. Donc, c'est que des astuces, plus ou moins pendables, plus ou moins acceptables. Mauvaise nouvelle, tout ça? Non, c'est la vie. D'ailleurs, justement, ça me fait penser, on voulait vous partager tant qu'on est sur ce sujet-là. On était curieux de savoir avec Cyril, dans vos projets actuels, je vous partage un petit sondage qui va s'afficher à l'écran.
Actuellement, dans votre contexte, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, on était curieux de savoir quelle est la proportion de projets qui sont vraiment spécifiques legacy. Voilà, on se demandait, on n'a pas forcément de chiffres précis sur ça, mais si vous avez un ordre d'idée, en tout cas, ça nous intéresserait. Et de ce que je vois des résultats, c'est assez intéressant parce que vous êtes, il y a une majorité de gens, il y a plus de 75% plus de 75% de projets spécifiques legacy. Donc, comme quoi, quand tu disais que tout le monde en a, c'est pas faux. Et top, ouais, merci. Ah, ça s'équilibre un peu. Ça s'équilibre un peu, ouais. Mais il y a que 3 personnes qui en ont moins de 25%. Donc voilà, je pense qu'on part quand même d'un problème bien répandu, comme tu le disais. Et une question aussi liée à ça, on va faire apparaître du coup un autre sondage là maintenant sur scène. Le principal problème, donc on en a évoqué plusieurs, celui qui est le plus difficile pour vous, en tout cas, celui qui fait remonter le plus de douleur. Voilà, est-ce que c'est, tu l'as évoqué, des sujets politiques? Est-ce que c'est la peur des régressions? Est-ce que c'est vraiment on n'arrive à rien à faire techniquement? Voilà, si vous avez des insights là-dessus, ça nous intéresse aussi. Et de ce qu'on voit des résultats là qui changent un peu en live, trouver du soutien politique, c'est intéressant. Hein. Tu disais, tu l'as bien dit, le legacy, c'est pas que du code, c'est de la politique. Je pense que ça se confirme avec les résultats de ce sondage. Top. Très cool. Ouais, merci en tout cas pour les réponses à ce sondage-là. Ouais. On voit bien que ça reste un problème et je pense que aussi c'est pour ça que les personnes qui sont là aujourd'hui sont là, parce que c'est un problème qui résonne. Alors comme le risque est un élément fort de la démarche, on veut travailler par étapes. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme étape? Il y a différentes tailles possibles, macro, micro, entre les deux. Il y a un niveau intéressant, c'est bien sûr le sous-domaine, bandit de contexte. Par exemple, on fait que les parties devis et on laisse le reste. C'est parce qu'on a plein d'évolutions à faire. Nos plus grandes ambitions sont sur le devis. Donc, c'est quelque chose qui ressemblerait on fait des macromasses. Parfois, on cherche des coïncidences entre bout d'écran, bout de base, bout de code. En fait, il y a aussi souvent un exercice de chercher des bouts qui regroupent quelques domaines qui ont des coïncidences qu'on peut arriver à isoler par rapport à quand il y en a. Toutes les astuces sont bonnes à prendre. Il n'y a pas une approche unique. Donc, comment on arrive à faire des bouts? Et on aime bien l'agilité, donc on aimerait bien des bouts qui soient tout petits, comme 3 jours ou 2 semaines. Mais en legacy, il ne faut pas rêver. Les bouts, ils seront plus gros. Ce sera plutôt 1 mois et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'échafaudage à construire, de synchro de données partielles entre les nouveaux et l'ancien. Et tout ça, si on le fait trop souvent, on passe son temps à construire pour jeter juste après. Donc, il y a... Ici, en fait, j'ai en tête toujours le chantier des Halles. Je ne sais pas si vous connaissez à Paris, le chantier des Halles, la rénovation des Halles au centre de Paris, là, à côté de Châtelet, c'est à côté de nos bureaux. Pendant les années que ça a fonctionné, on avait des accès métro qui n'arrêtaient pas de changer, qui étaient reconstruits à chaque fois avec un mélange de parpaings et d'échafaudage, avec des magasins qui déménageaient. La continuité d'activité était un défi fort et ça coûtait très cher à faire pour ça. Et nos systèmes, c'est pareil. Et il nous faut des histoires comme ça à raconter aux sponsors pour leur expliquer que oui, on va faire des trucs temporaires, des synchros de données qui ne seront pas pour tout le temps. Donc, il nous faut des mailles, mais elles ne seront pas trop petites non plus, parce qu'il nous faut une maille qui ne soit pas trop coûteuse non plus. On essaiera par exemple de pouvoir avoir des copies de données table à table entières. Copier des moitiés de table, c'est moins pratique, etc. Ce genre de coïncidence. Et puis, si on veut vraiment des mailles plus petites pour se motiver en dev, on ira chercher par transaction, voire use case par use case, si on veut du suivi très, 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 très fin. Mais ça, c'est plus pour ceux qui font, ceux et celles qui font. Alors, on n'a pas le temps ici de faire le tour de tout, clairement. D'ailleurs, tout ça, c'est des extraits de nos formations pragmatiques architecture, en fait, qu'on cite ici. N'hésitez pas, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à la consulter. Mais j'aimerais bien élargir à des sujets encore plus grands que ça. Parce que elle, c'est pas tout. De temps en temps, on a des projets XXL. Et là, c'est quoi XXL? On a carrément le vertige. On a même du mal à dire c'est quoi le projet. Ça concerne des centaines de personnes sur des dizaines d'années. Et on ne sait même pas par quoi commencer. Tout le monde est attaché par un gros bout de code en commun. Et ça semble impossible à résoudre. Et d'ailleurs, est-ce que résoudre, c'est le bon mot? Non, c'est clairement pas le bon mot, résoudre. On peut déjà laisser tomber résoudre comme mot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à la place?
On va l'approche humble ici, on va la prendre vraiment, vraiment, vraiment humble. Personne, centralement, dans notre tour d'ivoire, même les meilleurs du monde, ne peut résoudre et définir une trajectoire précise pour tout le monde. On ne peut pas définir la feuille de route de 400 personnes une par une, c'est pas possible. Et donc le point clé ici, je l'ai vécu déjà plusieurs fois. À une certaine échelle, on ne va pas décider la solution, on passe à un niveau plus méta. On se pose la question, on va se dire que les personnes, il y a des groupes, à une certaine taille de groupe, tribus par exemple, ou demi-tribus, ou quart de tribu, il y a des gens qui font des choses déjà, et on va plutôt on va donner les conditions pour que les autres, aux échelles plus petites, on va revenir à des problèmes en fait, on va essayer qu'est-ce qu'il nous faut faire au niveau central pour revenir à plusieurs problèmes de taille plus petite et laisser là des groupes de gens et leur intelligence résoudre le problème. Ça paraît abstrait. Concrètement, imaginez ici, vous avez un open space, il y a plusieurs étages de ça, et c'est ça votre projet, c'est ça votre ambition, c'est ça votre truc, votre legacy, c'est ça. Concrètement, c'est toutes ces tables qui vont jusqu'au fond là-bas, et il y a 2 niveaux au-dessus et en dessous concernés qui participent au même projet. C'est pas un exemple hypothétique, ça existe. La photo est hypothétique, mais l'exemple n'est pas hypothétique. Et donc, il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que dans toutes ces tables, il y a des groupes de gens qui sont, avec leur intelligence, qui font déjà des choses, qui ont déjà fait des choses. Et des bonnes idées, il y en a plein un peu partout. Mais on n'est pas forcément au courant qu'elles sont là. Et puis, il y a des idées qui n'ont encore pas été faites, en tout cas, on n'en est pas au courant, mais il y a des gens qui ont des idées, et ils ont déjà exprimé des idées. Donc, ce qu'on peut faire centralement, c'est encourager les gens à le faire. Donner un peu de sous, donner un peu d'aide, un peu de coaching pour essayer ces idées. Et à partir de toutes ces idées-là, qui sont faites déjà, il reste à amplifier ce qui marche, ce qui est prometteur, et donner les conditions de le faire. Et là, le seul jeu qui reste centralement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau central, proche du ciel, là où on a les décideurs, l'argent, la bonne volonté du top management. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer d'un gros drama à plein de dramas plus petits, d'une taille où chaque groupe de gens peut s'autogérer, je sais pas, un groupe de 50 ou un groupe de 100 personnes, et on retombe sur les phases précédentes. Donc là, il y aura quand même des actions à faire en force, des grosses actions coup de poing, mais on va limiter ça au minimum. Et le but, c'est de désescalader le niveau de polititude du sujet. Ok. Jusque-là, tout le monde est... Ouais, c'est encore frais. On est bien. Bien. Quand je dis sponsor, non, ça n'a rien à voir avec les ESN. Sponsor, c'est les personnes qui tiennent l'argent, qui décident l'investissement. Et donc, qu'il faut soigner. C'est les bonnes fées qui vous donnent des sous pour faire des choses ou qui approuvent des choses. Ça peut être aussi des gens avec du pouvoir, comme les EA, par exemple, Enterprise Architect, ou des gens... Enfin, toute personne, en fait, qui peut bloquer ou qui peut, à l'inverse, donner sa bénédiction et faire que ça aura lieu. Alors, tout ça, ça manque un peu d'IA, tout ça, dans tout ce qu'on a dit. Au vu de ce qu'on a dit, est-ce que ça vous paraît réaliste que vous donnez tout votre code base à une IA, et même la meilleure du monde, Claude, entre autres, et hop, il vous résout tout? Code à code, direct? C'est code à code, ça finira par être possible. Est-ce qu'on pourra lui faire confiance? On finira par y arriver, mais ce ne sera toujours pas suffisant. Il nous faudra encore Donc aujourd'hui, on parle d'agents, et ce n'est pas par hasard, on va combiner des moyens déterministes et des moyens IA. Et on va repasser, finalement, c'est la même démarche de tout ce qu'on a dit, c'est juste avec la question, parmi toutes ces étapes, on va mettre de l'IA sur chaque étape. Est-ce qu'on peut générer du code des tests? Est-ce qu'on peut générer de la doc? Oui. Est-ce qu'on peut transpiler le code? Oui. Est-ce qu'on va le faire direct? Moi, je suis plutôt un fan de le faire avec des outils déterministes pilotés par l'IA. Donc, ça a plus un parfum agentique, en effet. Et les 3 gros sous-problèmes qui nous intéressent, c'est reverse engineer, la doc, comprendre ce que le système faisait, comment il le faisait, quelles sont ses adhérences à tout, reverse engineer des tests, notamment pour caractériser avant migration, et trouver tout. Il n'y a pas que des tests, il y a aussi les oracles, est-ce que le code existant ne peut pas servir lui-même de test. Et puis guider les risques facto en masse, en utilisant des outils comme les code mods, donc des outils à base d'AST, des outils de type compilo, de type théorie des compilateurs, et puis bien sûr avec des outils d'analyse statique et de pratique, Linter, et on retrouve à nouveau PackMind. Et donc on a fait des choses, on a fait des expérimentations, et c'est Cédric qui a fait la dernière passe, donc je laisse Cédric. Yes, ça marche. Avant de prendre la main, je partage juste un dernier sondage sur ce que vous utilisez l'IA.
dans un contexte justement de code legacy. Je crois que j'ai vu une remarque dans le chat qui disait que justement c'était parfois compliqué quand on donnait un peu trop de contexte, donc c'est intéressant d'en parler. Puis bon, je pense qu'il y a aussi après des sujets autour de la confidentialité de la donnée, notamment dans les contextes legacy. Parfois, on est dans certains secteurs, banque ou assurance, où enfin, nous on le voit, les sujets de l'IA, ça reste encore un peu nouveau. Donc voilà, tout le monde aussi n'a pas accès à ça. En termes de démo, alors je vais préparer ici une petite vidéo que hop, je vais faire tourner en plein écran, comme ça je la fais tourner, ça m'évite de faire des bêtises en live. Donc là ici, je vous présente, on a fait un petit use case avec un outil qui s'appelle Cursor. Donc c'est un IDE qui est basé sur VS Code, qui se comporte donc comme c'est un agent d'IA. Et donc, comment on s'en sert de ces outils-là? En fait, c'est un VS Code avec une fenêtre de chat où en fait on a derrière une IA qui a tout le contexte de notre code base, et avec laquelle on va pouvoir interagir, soit pour poser des questions, soit pour lui demander de faire des choses, de rajouter des fonctionnalités, de rajouter des tests, etc. Et donc là, on a pris un kata, donc c'est justement un petit exemple de code que tu utilises, toi, Cyril, que tu as utilisé dans des formations sur le sujet de la Dynamic Documentation, justement. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce code-là, j'ai enlevé tout ce qui était annotation, documentation, donc je l'ai remis un peu dans un contexte legacy. Et donc là, en Sinon, fait, c'est une triche, hein. S'il était trop bien oui. documenté, Ah oui, moi je suis, voilà, effectivement. Là, on met un petit peu de défi, donc on se met dans un contexte réel. Et donc là, typiquement, ce qu'on lui demande ici, c'est voilà, dans ce dossier-là, là, je suis dans un contexte d'essayer de comprendre un peu à quoi j'ai affaire. C'est quoi ces fichiers, c'est quoi ce code, qu'est-ce que ça fait. Donc j'essaie d'avoir une cartographie un peu des différents composants. Et donc là, ici, j'envoie un prompt qui dit bon là, j'ai un code, bon, j'ai quatre dossiers, et j'aimerais que tu me génères un diagramme C4. Donc c'est une représentation de l'architecture en fait de notre système. On peut demander une représentation différente. On peut même demander juste de lister les composants, qu'est-ce que ça fait. Mais là, il y a un use case autour de la compréhension. Et donc en fait là, pour montrer un petit peu ce qui se passe quand on envoie ça, et en fait, il nous explique tout ce qu'il fait. Donc en fait, il est en train de dire, je suis en train de fouiller dans tel dossier, je suis en train de fouiller dans tel dossier, je suis en train de regarder ce qu'il y a. Et puis là, je lui ai demandé de faire un graph vise. Donc c'est un dot file, hein, voilà, pour les personnes qui connaissent, et ça permet, voilà, donc moi pas très bien ici, je suis désolé, mais en gros, ça donne une représentation de mon système. Ce qui est intéressant aussi de voir là-dedans, c'est qu'en fait, là, en fait, ce que je montrais, c'est qu'il est en train de lister un peu tout, il va regarder les fichiers, et donc là, ça pose une question, c'est au niveau de la capacité à digérer des grosses codebases. Là, on est sur un codebase où il y a, je crois, une vingtaine de fichiers, 20-30 max. Donc ça va, il s'en sort plutôt bien. Quand on a des fichiers, enfin des dossiers qui sont un peu plus gros, forcément, il peut rater un peu des choses, manquer un petit peu de précision. Et donc là, ça marche pour un petit système. C'est un use case qui donne quand même des choses, hein. Ça reste un outil, malgré tout, en termes d'assistance, qui apporte une plus-value, un regard quelque part différent, hein. Ça sert aussi à ça, l'IA. Et après, ce qu'on a vu aussi sur des systèmes un peu plus gros, c'est que c'est pas mal de faire de découper le travail soit en sous-dossiers, et après de prendre tous les résultats et puis de réutiliser l'IA pour synthétiser en fait ces mini-rapports. Donc c'est un peu ce que tu disais sur les small problems. Là, on fait des small analysis, et puis après tout ça, on essaie de consolider ça dans quelque chose d'un peu plus global. Ça marche à peu près, mais après, c'est toujours pareil, c'est quelle confiance tu donnes là-dedans, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se baser uniquement sur ça, quoi. Donc ça, l'IA, forcément, pour l'analyse de code, c'est intéressant, mais après, là, ce qu'on voit, c'est que finalement, donc, quand on fait du C4 modèle, donc il y a en gros trois types de composants, il y a les domaines, il y a les providers et les consumers. Et donc là, imaginez, je suis dans mon truc, je me dis, ok, c'est intéressant ce qu'il m'a montré, je suis d'accord avec ce schéma, ça semble cohérent. Et là, j'ai envie de travailler sur la code base. Donc je vais lui dire, tiens, est-ce que tu peux me définir des annotations? Donc là, je suis sur une code base Java, où j'aimerais en fait créer des annotations que j'ai appelées domain, consumer, provider. C'est ce qu'on voit en bas à droite sur le chat. Et là, en fait, pareil, je lui dis, est-ce que tu peux les définir? Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est il me montre sa chaîne de pensée. Donc là, je peux l'arrêter. Voilà, il dit, en fait, on me demande de créer 3 annotations, et qui vont servir à ça, qui vont caractériser tel type de composant.
Et en fait, voilà, avec ce genre d'outil, donc on voit un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et après, il y a tout un process de review. Donc ça, c'est le côté vibe coding que tu présentais tout à l'heure, Cyril. Sauf que là, ce qui est quand même important avec ce genre d'outils, c'est toujours de regarder un peu ce qui a été fait. Et donc en fait, comme il touche souvent plusieurs fichiers, on peut voir progressivement justement qu'est-ce qui est fait étape par étape, de faire une revue voilà, au fur et à mesure, de voir si on est d'accord ou pas. Il y a toujours ce côté d'accepter, de refuser les changements. Et il nous explique toujours à la fin qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Et donc ça, c'est intéressant aussi en termes de synthèse. Enfin, moi, je m'en sers pas mal comme ça. J'aime bien voir qu'est-ce qu'il a fait. Et après, je regarde aussi comment il a fait. Donc ça, c'est un peu le résumé de la merge request, quoi. Tu sais, c'est en gros qu'est-ce que j'ai fait et voilà comment je l'ai fait. Et donc c'est intéressant, voilà, ce genre d'outil parce que ça permet d'aller un peu plus loin que sur du mono-fichier. Et là, après, je suis pas allé au bout hein, juste pour la vidéo. Je lui ai dit, bah tiens, c'est bien que tu m'aies fait cette annotation. Merci. Maintenant, est-ce que tu peux mettre à jour la code base en ajoutant des annotations sur les classes en partant de ton analyse C4, quoi. Et donc, là, il va te dire, OK, donc j'ai trouvé que telle classe était soit un domaine, soit un provider, soit un consumer. Et donc là, je vais regarder ces fichiers-là et puis je vais ajouter. Donc là, je vais pas le dérouler au bout, hein, mais c'est de montrer que là, il est capable d'ajouter des annotations sur chacune des classes. Bien sûr, après, faut faire une review pour regarder un petit peu qu'est-ce qui a été fait, comment, etc., quoi. Donc là, c'est ce qu'on Alors, voit un peu ici. ce qu'on voit pas ici, c'est que quand tu avais fait l'expérience avec les annotations déjà là, les résultats étaient tout de suite meilleurs d'emblée, parce qu'il y avait Oui, forcément plus de contexte. C'était ouais. autant de comptes en moins. Donc c'est en ça que j'adore voir ce que tu as montré là, puisque c'est exactement les Doc, mais power motorisé par l'IA. Et on voit que ça accélère tout. Alors il y a un petit piège aussi, quand on l'a vu ensemble, on en rigolait hier, c'est quand on regarde ce qu'a fait l'assistant, ça donne pas envie de regarder les trucs un par un. On a envie de dire, bah, c'est bon, ça a l'air bon, ça y est, on commit. Et, et C'est le donc, risque. ça me fait penser au rapport Dora qui vient de sortir, qui met en doute, qui montre qu'il y a des régressions qu'on ajoute avec l'IA. Et ils mettent en cause la taille de batch, la batch size. Et donc, je pense qu'il y a une piste, quand on demande à l'IA de générer, c'est comme tu disais, faire un répertoire à la fois, faire des petits volumes à la fois pour qu'on ne soit pas perdu quand on review et qu'on ne soit pas démotivé de les regarder vraiment tous quand même. Exactement. Peine de fermer les yeux et et de committer à l'aveugle. Ouais, c'est ça. C'est en fait, il y a genre, je lis beaucoup justement de choses autour de tout ce qui est AI Coding Assistant. Il y a un message qui revient souvent, c'est faut les considérer comme des devs juniors avec énormément de bonne volonté, d'abnégation. Mais donc ça ne veut pas dire qu'on confie toutes les clés non plus, quoi. Ça veut dire ok, on nous demande des choses, mais effectivement, c'est tentant de juste accepter. On a l'impression que ça va vite, que ça dépote. Mais voilà, si on perd un peu le contrôle, derrière, faut pas s'étonner que il y ait beaucoup de vagues debugging, quoi. Donc ça, ça fait partie des use cases qui peuvent être intéressants dans comprendre un petit peu l'existant. Et puis commencer à travailler dessus. Et puis un des points que tu as évoqué tout à l'heure, c'est arrêtons d'en faire du legacy. Donc là, ça implique comment est-ce qu'on met en place des bonnes pratiques et comment est-ce qu'on fait en sorte que on ne crée plus le legacy et donc comment est-ce qu'on fait pour suivre ces bonnes pratiques. Et donc ce qu'on montrait tout à l'heure en fait sur le schéma avec Pacmind, en fait, là l'idée de la solution, c'est quoi? C'est de pouvoir capturer en fait facilement les décisions techniques. Donc des décisions techniques, ça peut être soit la manière d'utiliser des annotations, des règles d'archi, des règles d'écriture de Des test, ADR ou des des ADR curseurs par exemple. ou Exactement, des ouais. curseurs rouges. Exactement, ouais. Ça c'est la boucle complète. Donc c'est ce que je disais, les pratiques, on les capture d'où? Donc en fait, on peut capturer ces pratiques. Là, c'est un exemple d'ADR sur de l'archi-hexa. C'est le genre de choses qu'on peut capturer avec Pacmind. Dans les code review, pareil, vous faites plein de commentaires qui sont hyper intéressants, mais on n'en fait rien. C'est-à-dire une fois que la code review est finie, on ferme et puis on passe à autre chose, quoi. Donc c'est un peu dommage, on capitalise pas sur l'information. Là, l'idée c'est de pouvoir la capturer. Et tout ça en fait, ça arrive dans Pacmind et puis on a ce genre de pratique là qui est disponible. Donc là, c'est un autre exemple ici sur notre code, mais on est sur une classe, on est sur un code HTML ici où on explique que dans notre contexte, il faudrait qu'on ait toujours un attribut class name dans nos champs input. Voilà. Et en fait, ce qu'on a dans Pacman, ce que je disais, c'est que donc avec l'IA, on peut capturer cette information. Ensuite, vous avez à la valider en tant qu'utilisateur. Et après, il y a comment est-ce qu'on enforce. Et donc là, ce qu'on veut pas, c'est ce qu'on faisait avant, entre guillemets, c'est écrire des règles custom, SLint, checkstyle ou Sonar. Voilà, peut-être que certaines personnes ici se sont déjà confrontées à ça. Nous, en fait, là, ce que tu disais aussi, on utilise de l'agent pour créer du déterminisme. Et en fait, le déterminisme, c'est quoi? C'est un programme. C'est un programme qui se base sur l'AST, donc sur l'arbre de syntaxe du code.
Et donc on utilise l'IA pour générer un code qui va être capable de checker des violations sur un code source, quoi. Donc quelque part, on écrit notre règle ESLint, donc on couvre voilà, plein de langages. C'est indépendant du langage, la démarche. Mais c'est comment on a fait levier sur l'IA pour créer des choses déterministes. Je pense que vous n'aurez pas envie d'utiliser un linter qui n'est pas déterministe, qui pop une fois sur deux, pas les mêmes erreurs. Donc c'est comment est-ce qu'on fait ça? Parce que derrière, on a envie de l'enforcer en temps réel dans l'IDE, dans CI/CD, etc. Donc on ne peut pas non plus utiliser de l'IA non plus toutes les 3 secondes. Et donc c'est intéressant voilà, de pouvoir utiliser l'IA dans ce contexte-là. Et mon côté green est content aussi avec ces approches parce que les LLM sont tellement chers et tellement lents aussi et tellement coûteux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces approches, on utilise l'IA avec parcimonie pour faire la partie difficile et ensuite, on ne la rappelle pas sans cesse. On traduit le résultat en code qui coûte pas cher, qui est green, c'est du bas niveau et qui est réutilisable. Et ce qu'on a montré sur Living Doc, c'est pareil. On peut rétro-documenter avec des LLM coûteux, mais ensuite, ils laissent des marques dans le code et il n'y a plus besoin de le refaire. Il n'y a plus besoin de le refaire à chaque fois qu'il y a des gros changements. Exactement, ouais. On a des approches parcimonieuses. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment un sujet important et pour nos clients aussi. Donc, c'est un sujet sur lequel on est très vigilant, quoi. Et après, l'expérience dans l'IDE, ça ressemble voilà, typiquement à ce qu'on retrouve avec beaucoup de linter, ce genre de notification avec Pacman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser aussi l'IA pour, à partir des exemples qu'on a dans le code, proposer des corrections. Et, donc là, typiquement, il va nous générer un exemple de code. Donc, c'est la balise qui contient le class name. Donc ça, c'est aider aussi les devs quand on bosse sur un contexte legacy à faire attention à ne pas rajouter en fait de nouveaux legacy. Et pour terminer sur cette partie-là, là où on est en train d'aller un peu plus loin, tous les outils, donc peut-être que vous connaissez Cursor, Windsurf ou même GitHub Copilot finalement, de plus en plus sont en train d'ouvrir des mécanismes autour de la customisation des règles. Donc c'est pas forcément, ça reste encore un peu en bêta ces outils-là, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont apportées par les éditeurs de solutions, des coding assistants. Et donc là, nous, on a des choses en bêta notamment qui permettent finalement de synchroniser ce qu'on crée dans Pacmind dans justement les bases de custom instructions. Donc Cursor a ça, GitHub Copilot a ça. Et donc l'idée, c'est qu'au moment où ces outils-là vont générer du code, vont prendre en compte directement vos bonnes pratiques. Et donc c'est assez complémentaire à je le corrige après coup, mais plutôt que travailler uniquement après coup, comment est-ce qu'on peut en amont essayer d'orienter justement les générateurs de code vers du code qui est conforme, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et donc forcément, quand on parlait de legacy, même si on a tout le contexte, on sait pas vraiment, on n'a pas de source de vérité, quoi. Et donc c'est construire une source de vérité pour que derrière on puisse orienter ces outils d'IA Coding Assistance. L'IA sous contrôle. L'IA sous contrôle, encore une fois. Voilà. Je te laisse reprendre la main pour conclure ce webinaire, Cyril. Oui. Ça me fait penser que dans les autres expériences, on génère par exemple des arc-unit en Java, des tests d'architecture. Ça marche vraiment pas mal. Aussi, qui justement est encore un moyen de plus de contrôle. On peut, et puis bien sûr, donc les prochaines expériences que j'ai en tête, c'est sur la génération, c'est tout ce qui est génération de tests et d'Oracle de façon générale, pour mettre sous contrôle, par exemple, une transpilation. Et donc, en Angel, je vois que tu as une question sur changer de langage. Certains font code à code avec des LLM directs. Moi, je suis perplexe quand même sur ce genre. Je suis un peu sceptique. Avec des outils puissants, pourquoi pas, mais j'aurais quand même une préférence pour des transpilations par des outils classiques de transpilation déterministes. Et comme c'est ultra laborieux à faire, par contre, le faire générer par l'IA les trajectoires. Et les refactos, je suis aussi fan d'utiliser des librairies de refacto pilotées par l'IA, quitte à générer les visiteurs qui travaillent sur l'AST, un peu comme vous faites chez Pacmind. Mais bon. Certains font des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours une différence, un peu comme là, on vient de montrer un truc sur un exemple qui est assez petit. Il y a une différence, il y a encore un monde entre un proto qui marche à petite échelle et puis un vrai projet. Et comme on l'a vu, de toute façon, le problème n'est pas que code. Transpiler le code, c'est presque un problème facile parmi tout le reste. Alors, je reviens un petit peu, on a fini globalement, mais ce qu'on a montré, toi d'ailleurs, c'est rigolo, à chaque génération, on n'a pas eu les mêmes dessins. C'est ça. Le premier était celui-là, le deuxième était celui-là, sans les annotations. Alors, c'est toute la joie du non-déterminisme, parfois des IA.
Alors, s'il y a un point en récapitulatif un petit peu, donc c'est toujours l'IA sous contrôle d'autre chose. L'autre chose peut être à son tour aussi supportée par l'IA à son tour. Mais tout ça, quelle que soit la quantité d'IA qu'il y a dedans, c'est toujours nous par-dessus. Et nous, plus on utilise l'IA, plus il nous faut d'expertise pour savoir quoi demander et pour avoir la bonne exigence. Et donc, tout ça, on continue d'expérimenter dessus. Vous restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters, à voir un peu ce qu'on fait sur nos sites et à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est terminé pour notre présentation. Est-ce qu'il y a des questions encore? Est-ce que vous-même, vous avez essayé des choses que vous souhaitez partager? Il y a une chose que je voulais partager sur justement les use cases autour de l'IA, comme tu disais, il faut de l'expertise. Et donc, penser l'IA pas comme une solution qui va tout faire d'un coup de manière magique, mais plus se dire dans mes gestes, dans mes stratégies, dans mes actions que je fais, quand on va bosser sur un legacy, il va y avoir des étapes, compréhension, refacto, etc. Et c'est de se dire comment est-ce que là, l'IA peut m'aider dans ce geste-là. Donc, ça reste c'est nous qui sommes en maîtrise du process et des étapes qui vont être accomplies, et plus voir l'IA de comment est-ce que elle va m'aider là, et pas forcément essayer de réinventer un process pensé pour l'IA. Enfin, en tout cas, en l'état aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt prendre les choses comme ça, quoi. Merci à vous, merci pour les commentaires. La conversation continue sur Blue Sky, LinkedIn, où vous préférez. Bon, je préfère Blue Sky. Et... Libre de refacto, oui, Java Parser, en JavaScript, c'est je ne me rappelle plus son nom, c'est un nom plus long. Bref, en fait, il y a un magnifique article sur le blog de Martin Fowler, qui n'est pas par Martin Fowler, mais sur les codes modes. Je vous invite à jeter un œil. Il ne parle pas d'IA, mais en fait, il y a un raccord. Quand on voit ça, on se dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Et comme c'est ultra pénible à faire, ça donne vraiment envie de se dire, la partie laborieuse, j'ai envie de la déléguer à quelque chose, à une IA, effectivement. Maxime, on se fait un déj pour en parler. Là, ça va peut-être. Je serais curieux de voir ce que tu en penses. Voilà, une grosse question pour terminer. Cyril, quid de l'IA dans le refactoring d'une architecture globale du SI? Et bien justement, je pense qu'il faut. Enfin, c'est complètement spéculatif ce qu'on va dire, mais c'est tout ce qu'on a. C'est exactement ce qui a été présenté, donc avec le politique machin. Et donc la question, c'est à chaque étape, qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut générer, et surtout pas en masse. Comment le faire par petits pas. Et donc c'est du slicing, de slicing, de slicing. Donc, est-ce qu'on peut générer, par exemple, les mécaniques de double run, de parallel run, partiellement? Est-ce qu'on peut déjà rétro-documenter pour se faire une idée d'où est-ce qu'il y a des opportunités de choses à faire? Mais vous voyez que dans la question, il y a déjà de l'expertise à mettre. Est-ce qu'on peut, sur la base de ça, engager une transpilation ou un refacto en masse piloté par IA, mais sur le code en utilisant des outils déterministes? En combinant tout ça, si parmi vous, quelqu'un a un projet pour essayer ça, je serais ravi d'essayer des choses. L'idée. Pour répondre à Jean, en fait, quand tu as un abonnement à Cursor ou même Whitesurf, derrière, tu peux choisir ton modèle, mais tu n'as pas besoin d'avoir un abonnement en plus. Par contre, je crois que tu peux driver ce genre d'outils vers des LLM à toi, vers ton espace à toi si tu veux, mais par défaut, tu as déjà des modèles qui sont inclus, quoi. Écoutez, je crois qu'on est tout. Merci à tous. Ouais, écoute, merci beaucoup Cyril pour l'échange et la présentation. Merci à toi, Cédric, pour l'opportunité de faire ça et la collaboration. C'était un grand plaisir. Aussi. Et puis content de voir qu'apparemment les feedbacks ont l'air plutôt positifs en tout cas. Donc content que vous ayez passé un bon moment, nous aussi. Et on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire Pacmind Arola. Et passez une bonne journée à tout le monde. Prenez soin de vous, à bientôt. Bonne vie dans vos legacy tous. Bonne vie dans vos legacy. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.